partie historique en lien avec la nationalité sportive pour vous expliquer quand est-ce elle est apparue dans l'organisation du sport moderne et quels ont été les différents éléments déclencheurs qui ont conduit les fédérations internationales, pardon, à développer ce concept. Alors, je remonte au début des Jeux olympiques modernes, hein, à partir de 1896. Alors, c'est comme ça qu'on dit en Suisse 96. Je ne sais plus si vous dites 1896, peut-être au Sénégal. En 1900 et 1904, lors des 3 premières éditions des Jeux olympiques, ce qu'il faut savoir, c'est que le CIO n'avait aucune règle en lien avec la nationalité sportive. Ce qui signifie que dans plusieurs de ces éditions, on a vu des équipes transnationales participer à des compétitions de polo, de voile, d'athlétisme, de tennis et d'aviron. Qu'est-ce qu'une équipe transnationale? C'est une équipe qui regroupe des athlètes, des sportifs qui viennent de plusieurs pays et qui participent dans la même équipe à une compétition. Ces équipes transnationales ont été possibles parce que le CIO n'avait pas encore créé de comités nationaux olympiques, ou à tout le moins n'avait pas exigé que les différents pays créent des comités nationaux olympiques pour participer aux Jeux olympiques. Alors, le Comité international olympique a modifié la charte en 1908 et a imposé la création de comités nationaux olympiques qui étaient seuls autorisés à inscrire des athlètes pour participer aux JO à partir de cette date-là. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'existence d'une géographie sportive distincte de la géographie étatique. On est à une époque qui est avant la Première Guerre mondiale. Plusieurs pays, territoires, sont des colonies de puissance européenne, sont potentiellement intégrés dans des empires. Et dans ce contexte-là, certaines de ces entités ont eu le droit de participer en leur propre nom aux Jeux olympiques. J'ai cité ici 2 exemples. La Finlande, qui était un territoire de la Russie jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, a pu participer aux Jeux olympiques en son propre nom. De la même manière, la Bohème faisait partie, la Bohème est une entité qui fait partie de la Tchéquie maintenant, faisait partie de l'Empire austro-hongrois et a participé en son propre nom aux Jeux olympiques à partir de 1908. L'existence de cette géographie sportive a fait que des pays non souverains ont pu participer aux Jeux. Cela étant, un certain nombre de pays étaient toujours des colonies de pays européens à cette époque-là et jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ici, c'est posé la question de savoir si des athlètes qui provenaient de ces pays, de ces États qui étaient encore des colonies à l'époque, étaient en droit de participer directement à des compétitions internationales ou si, au contraire, ils devaient être inscrits par la puissance coloniale dans le cadre de participation à des compétitions internationales. Ici, j'ai mentionné un exemple qui date de 1930, que l'on retrouve dans la littérature, où le royaume du Maroc était une colonie de la France à cette époque-là, n'avait pas encore acquis son indépendance. Et les dirigeants de la Fédération française de l'athlétisme se sont posé la question de savoir si les athlètes marocains, en particulier les tirailleurs marocains qui étaient intégrés dans l'armée française, pouvaient représenter la France en compétition internationale sans avoir forcément la nationalité française à ce moment-là. Et les dirigeants sportifs dans le domaine de l'athlétisme sont arrivés à la conclusion qu'il existait une nationalité sportive distincte de la nationalité étatique et que ces individus étaient autorisés à participer à des compétitions internationales, même s'ils n'avaient par exemple pas la nationalité française à cette époque-là. Et donc là, c'est là où on voit une première différence entre nationalité étatique et nationalité sportive, en se rendant compte que la détention d'une nationalité étatique n'est pas forcément le critère déterminant pour participer à une compétition
internationale. Alors, lorsque le Comité international olympique, les fédérations internationales ont imposé la création de fédérations nationales, respectivement de comités nationaux olympiques, ce qu'on a vu en pratique, c'est une adéquation entre cette géographie sportive et cette géographie étatique, où dans la plupart des cas, des pays ou des États ont créé des fédérations nationales qui étaient compétentes sur le territoire d'un État. Et donc, le premier critère qui a été utilisé comme un facteur d'éligibilité pour participer à des compétitions internationales a été la nationalité étatique. C'est un critère qui fait sens. Cela étant, la nationalité étatique connaît un certain nombre de limites dans le cadre de son utilisation. Le premier, à l'heure actuelle, est celui de la mondialisation. Pendant très très longtemps, les États n'autorisaient leurs ressortissants à n'avoir qu'une seule nationalité. Aujourd'hui, la plupart des pays autorisent la double nationalité, voire à des individus d'avoir plusieurs nationalités différentes. Je serai très prochainement papa, et moi qui ai deux passeports et mon épouse qui a aussi deux passeports de nationalité, fait que notre enfant aura quatre nationalités dans le futur, et que notre enfant pourra choisir éventuellement de représenter quatre pays différents dans des compétitions internationales. Et donc, dans ce contexte-là, se pose la question de savoir est-ce qu'il faut réglementer le fait d'avoir plusieurs nationalités étatiques dans le monde du sport. À ce niveau-là, également, on peut avoir un certain nombre de sportifs qui vont migrer d'un pays à l'autre. Vous savez, par exemple, que la France accueille énormément d'athlètes étrangers à l'INSEP, et que dans ce contexte-là, très souvent, ces athlètes, après un certain temps, vont demander la nationalité étatique française, et pour certains, vont vouloir représenter la France dans des compétitions internationales. Ce sont des choses que l'on voit très fréquemment dans le. Il existe aussi un certain nombre d'autres limites à la nationalité étatique, où vous avez des scénarios où certains États essaient de s'affirmer sur la scène internationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque un État organise les Jeux olympiques, organise une Coupe du Monde ou des championnats du monde sur son territoire, ils vont essayer de bien paraître en s'assurant que leurs équipes nationales sont compétitives. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la nation hôte est automatiquement qualifiée aux Jeux olympiques dans tous les sports d'équipe. Et on peut se retrouver dans un scénario où un pays n'a pas de tradition dans certaines disciplines sportives. Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce cas-là? Eh bien, le pays hôte va essayer d'aller recruter des sportifs à l'étranger pour les naturaliser et s'assurer qu'ils possèdent une équipe compétitive lors des Jeux olympiques ou des championnats. Et ça encore, c'est un élément qui peut poser problème du point de vue de la régularité des compétitions, puisque un État peut donner du jour au lendemain sa nationalité à à un sportif autre. Il existe aussi une autre problématique qui est celle des sportifs mercenaires. Ce sont des sportifs qui potentiellement ont une ou plusieurs nationalités étatiques, et lorsqu'ils en ont plusieurs, vont essayer d'utiliser leur nationalité étatique à leur propre profit, en essayant par exemple de contourner des quotas qui peuvent exister par équipe nationale ou par pays. Pour vous donner un exemple que j'ai vu dans le cadre de ma thèse, lors des Jeux olympiques de 2012 à Londres, le Kenya avait 278 athlètes qui avaient réussi la limite A qualificative pour le marathon. Chaque comité national olympique peut envoyer un maximum de 3 athlètes dans chacune des disciplines sportives, et notamment dans le domaine du marathon. Ça signifie que 275 athlètes kenyans
qui étaient suffisamment forts d'un point de vue sportif ne pouvaient pas participer aux Jeux Olympiques parce que le Kenya pouvait envoyer que 3 athlètes. En comparaison, la Suisse n'avait qu'un seul athlète qui avait réussi la limite 1 qualificative. Et donc, on se trouve dans un scénario où ces sportifs kenyans peuvent potentiellement essayer d'aller faire usage d'une nouvelle nationalité ou d'une autre nationalité étatique qu'ils ont pour représenter un autre pays et avoir accès aux Jeux Olympiques. Ou s'ils n'ont pas de deuxième nationalité, essayer d'acquérir une nouvelle nationalité, parfois contre monnaie, dans le cadre d'un accord commercial, et dans ce contexte-là, de pouvoir avoir accès aux compétitions. Et ça, ce sont des choses que les fédérations internationales n'apprécient pas parce que ça signifie que l'accès à leurs compétitions n'est pas basé sur des critères qui sont objectifs. Et donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les fédérations internationales, le Comité international olympique, ont décidé de créer le concept de nationalité. Donc, ce concept, comme on le verra, se fonde sur très souvent sur la nationalité étatique, mais également sur d'autres critères qui vont venir s'ajouter à la nationalité étatique. Et dans ce contexte, ce qu'il faut savoir, c'est que la nationalité sportive ne s'applique pas dans toutes les compétitions internationales. On distingue en pratique des compétitions internationales au sens large, qui regroupent des compétitions où un ou plusieurs athlètes internationaux participent, mais dans lesquelles ces athlètes participent pour leur propre compte. L'exemple le plus criant ou le plus parlant est celui du tennis, où lors de compétitions de Grand Chelem, les sportifs participent en leur nom propre et non pas pour leur pays à une compétition internationale. Donc, là, le concept de nationalité sportive ne s'applique pas. En revanche, le concept de nationalité sportive va trouver application dans le cadre de compétitions internationales au sens strict. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce sont des compétitions qui mettent aux prises les membres d'une organisation de sport. Et donc, dans ce contexte-là, il faut que ce soit la fédération nationale d'un pays, par exemple du Sénégal, qui rencontre au football la fédération de l'association suisse de football. Toutes ces deux associations sont membres de la FIFA et dans ce contexte-là, font un match international. Donc ici, ce qui est au prix, c'est la Fédération sénégalaise de football contre l'Association suisse de football. Il arrive dans certains cas que des territoires ou des fédérations nationales ne représentent pas un État. Hein, c'est le cas, par exemple, des fédérations britanniques de football. L'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande du Nord ne sont pas des États au sens du droit international public, comme je l'ai mentionné avant. En revanche, ce sont des pays ou des territoires. Ils ont un certain degré d'autonomie, mais comme ils disposent d'une fédération nationale propre, eh ben, si l'Angleterre joue un match de football contre le Pays de Galles, il s'agit d'une compétition internationale au sens strict au regard des règlements de la FIFA. Et dans ce contexte-là, le concept de nationalité sportive va s'appliquer. Il existe aussi des cas où une fédération nationale peut exercer son autorité sur plusieurs pays, plusieurs États en même temps. Un exemple que vous connaissez peut-être est celui en rugby de l'Irlande, où la fédération irlandaise de rugby est à la fois compétente pour la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, qui sont deux pays différents, mais il n'existe qu'une seule fédération sportive pour ce sport-là. De la même chose, il existe une fédération des West Indies, hein, de l'Inde de l'Ouest, qui est une sélection qui regroupe tous les pays des Caraïbes, donc des gens qui viennent de différents pays et qui participent ensemble à des compétitions internationales pour représenter les Caraïbes. Et donc, dans ce contexte-là, si ces fédérations nationales jouent les unes contre les autres,
on se retrouve dans une compétition internationale et le concept de nationalité sportive trouve application. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de ces compétitions-là, la fédération nationale va toujours être représentée par un sportif, éventuellement une équipe nationale ou un club. Alors, l'exemple des sportifs est relativement simple à comprendre. C'est, par exemple, le coureur de 100 mètres du Sénégal qui réussit la limite qualificative et qui va représenter le Sénégal aux Jeux Olympiques ou au championnat du monde de World Athletics et qui, dans ce contexte-là, aura le maillot du Sénégal sur son torse et représentera ce pays. L'équipe ou l'équipe représentative, là également, c'est un concept qui est relativement simple à comprendre. C'est lorsque le sélectionneur du Sénégal décide de sélectionner les 22 joueurs qui représenteront l'association sénégalaise de football et que dans ce contexte-là, ces gens vont être représentés le Sénégal, par exemple, à la Coupe d'Afrique des Nations ou à la Coupe du Monde de la FIFA. Donc là, on a une équipe ad hoc qui est sélectionnée. Il arrive que dans certains sports, le champion national soit ou devienne l'équipe nationale. Alors, un exemple qui est très souvent utilisé dans ce contexte-là, c'est celui du curling. Alors, c'est un sport qui est au programme des Jeux Olympiques d'hiver. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce sport-là, le champion national devient l'équipe nationale et que c'est eux qui représenteront un pays lors des prochains championnats du monde ou lors des Jeux Olympiques. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que du point de vue juridique, les sportifs sont une extension de la fédération nationale sur le terrain. Et donc, un sportif qui porte le maillot du Sénégal lors des Jeux Olympiques, l'équipe qui est sélectionnée pour participer à la CAN représente le Sénégal directement lors de point de vue juridique. Et la même chose si un club est sélectionné pour représenter le Sénégal lors d'une compétition. Et donc, dans ce contexte-là, ces sportifs, les membres de l'équipe nationale ou du club, vont devoir remplir les différents éléments constitutifs du concept de nationalité sport. Alors, ce que j'ai découvert dans le cadre de ma thèse de doctorat, c'est que en étudiant les réglementations de plus de 50 fédérations internationales, du Comité international olympique et d'autres organisations sportives, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de règles communes à ces organisations sportives. En revanche, il existait des points communs qui existaient. Donc, chacune de ces fédérations a, en règle générale, 3 types de règles que l'on va retrouver dans son corpus réglementaire. C'est ce que j'ai appelé les éléments constitutifs du concept de nationalité sportive. Le premier de ces éléments constitutifs est celui du critère de rattachement. Dans ce contexte, dans ma thèse, je distingue les critères de rattachement primaires des critères de rattachement secondaires. Les critères de rattachement primaire visent à établir le lien juridique qui existe entre un sportif et la fédération nationale qui va le sélectionner. Qu'est-ce que c'est? On verra, ça peut être la nationalité étatique, la citoyenneté, le lieu de naissance ou le lieu de résidence. Chaque fédération internationale va décider quel est le critère qui doit exister entre le sportif et la fédération nationale qui le sélectionne. Une fois que ce critère a été décidé, il existe parfois des critères secondaires. Ils visent, par exemple, à s'assurer qu'il existe un lien effectif entre le sportif et la fédération nationale. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a ça? C'est que, par exemple, si l'on utilise le critère de la nationalité étatique comme lien entre le sportif et sa sélection nationale, chaque État a des règles différentes pour l'octroi et le retrait de sa nationalité. Dans ce contexte, on pourrait avoir des situations où un État donne du jour au lendemain sa nationalité à un sportif, et dans ce contexte-là, ce sportif pourrait immédiatement le représenter au niveau international. Qu'est-ce que les fédérations vont faire? Elles vont parfois demander à ce sportif-là de tenir la nationalité pendant un certain temps
avant de pouvoir participer à des compétitions internationales. Dans d'autres cas, il existe des situations où le fait d'avoir une seule nationalité athlétique permet de représenter plusieurs fédérations nationales. Si on prend le cas du football, il existe la France il existe 3 fédérations nationales, hein, la France, Tahiti et la Nouvelle-Calédonie, qui partagent la nationalité française. Et donc, la personne qui détient une nationalité française pourrait potentiellement représenter l'une de ces 3 fédérations nationales. Et donc, la FIFA a des règles spécifiques en place pour savoir si un joueur de football doit représenter la France, la Nouvelle-Calédonie ou Tahiti lors de compétitions internationales. Donc ça, ce sont des types de règles que l'on va retrouver dans pratiquement toutes les fédérations internationales lorsqu'il y a des cas de ce qu'on appelle nationalité partagée. En parallèle, le deuxième type d'élément constitutif que l'on va retrouver dans les règlements des fédérations internationales est celle de l'élection de nationalité sportive. Un élément fondamental est de savoir à partir de quand un sportif est lié à une fédération nationale. Et donc, les fédérations internationales, le CIO, vont réglementer cet aspect-là dans leur règlement. Le corollaire de l'élection de nationalité sportive est le fait d'avoir des règles qui permettent de changer de nationalité sportive, de révoquer cette élection. Et donc là également, la plupart des fédérations internationales vont autoriser les sportifs à changer de nationalité sportive et dans ce contexte-là, vont établir les critères qui vont permettre aux sportifs de changer de nationalité sportive. Maintenant, on va, dans le cadre de ma conférence, nous allons étudier les réglementations de différentes fédérations internationales et également de la charte olympique et de voir comment les fédérations internationales ont mis en œuvre ces différents critères dans leur ordre juridique. Alors, du point de vue des fédérations internationales et des critères de rattachement, la très grande majorité des fédérations internationales utilisent les critères de la nationalité ou de la citoyenneté, voire des fois des deux, dans le cadre de leurs critères de rattachement. Ça signifie que dans la très grande majorité des cas, il faut détenir la nationalité, avoir le passeport d'un pays pour pouvoir le représenter au niveau international. Il existe toutefois d'autres approches au sein de fédérations internationales. Par exemple, en rugby et en squash, ces fédérations internationales vont regarder le lieu de naissance du sportif, parfois de ses parents et de ses grands-parents, pour déterminer son éligibilité au niveau international. Dans le cadre du rugby, ce sont des considérations historiques principalement qui ont présidé à ce choix-là, tout simplement parce que à l'origine, le rugby est un sport essentiellement britannique et que toutes les fédérations nationales regroupaient des citoyens britanniques et que la nationalité étatique n'était pas un critère déterminant pour ce sport. D'autres sports utilisent le lien de la résidence, donc le fait d'habiter dans un pays, potentiellement sur le territoire d'une fédération nationale, peut ouvrir la représentation au niveau international de cette fédération. Ce sont le cas dans des sports comme le canoë, le bobsleigh, le curling, le squash, le tir à l'arc, le patinage et autres. Il existe des fédérations qui ont changé leurs critères. Auparavant, le badminton et le tennis de table fondaient leurs critères d'éligibilité sur celui de la résidence et depuis un certain nombre d'années maintenant utilisent exclusivement celui de la nationalité étatique, tout simplement parce que vous le verrez dans le cadre des statistiques que je vous présenterai. La très grande majorité des sportifs qui choisissaient de nationalité sportive étaient des sportifs d'origine chinoise et que, en fait, tous ces athlètes-là émigré à l'étranger, et puis en fait, les compétitions de tennis de table et de badminton étaient uniquement des sportifs chinois qui concouraient les uns les autres sous d'autres manières que celui de la Chine. Dans beaucoup de cas,
les fédérations internationales ont aussi prévu des clauses de sauvegarde pour permettre aux sportifs apatrides, voire aux réfugiés, de pouvoir tout de même participer à des compétitions internationales. C'est le cas notamment au cyclisme, en escrime, en équitation, en biathlon, en football et en gymnastique. Dans ce cas-là, les fédérations internationales vont soit autoriser le sportif à représenter sa fédération de domicile, ou parfois les inscrire directement sous l'égide ou sous la bannière de la fédération internationale. Ce sont donc des règles qui existent à ce niveau-là. Non, c'est 120. Dans le cadre des règles qui peuvent exister pour les élections de nationalité sportive, les fédérations internationales utilisent différents types de modes d'élection de nationalité sportive. Le critère le plus fréquemment utilisé est celui de la participation à une compétition sportive. Donc, le sportif qui rentre sur un terrain de football, le joueur de football qui rentre sur un terrain de football, eh ben, on va dire qu'il aura élu la nationalité sportive du Sénégal. Cette élection peut valoir soit pour toutes les compétitions, soit que pour des compétitions officielles. Et donc, ici, par exemple, les matchs amicaux pourraient être exclus du champ de cette participation. C'est notamment le cas en football, où seulement les compétitions, les matchs de championnat, les matchs compétitifs comptent. Si vous participez ou représentez le Sénégal lors d'un match amical, vous n'avez pas élu la nationalité sportive du Sénégal. Dans certains cas, le simple fait même d'être assis sur le banc des remplaçants peut aussi valoir élection de nationalité sportive. C'est notamment le cas en rugby, où le simple fait de s'asseoir sur le banc, d'être partie de l'équipe, fait que vous avez élu une nationalité sportive. Dans d'autres cas, il existe des règles où le fait d'avoir été nommé, donc d'avoir été sélectionné par la fédération nationale et d'accepter cette sélection, fait que vous êtes lié à cette fédération nationale. Dans d'autres sports, vous pouvez vous déclarer que vous avez élu votre nationalité sportive et que vous représentez, par exemple, la Fédération sénégalaise de basketball sur la base d'une déclaration écrite. Et dans certains sports, le simple fait d'avoir la licence de ce pays-là va vous permettre de représenter cette fédération-là au niveau international et faire que vous êtes lié à celle-ci lors de compétitions. Dans le cadre des règles qui traitent du changement de nationalité sportive, la plupart des fédérations internationales autorisent actuellement les changements de nationalité sportive. C'est quelque chose qui est reconnu comme étant un droit des athlètes. Donc, si une fédération venait à complètement interdire les changements de nationalité sportive, ce serait possible que les tribunaux jugent que les droits fondamentaux des sportifs ne sont pas respectés dans ce contexte-là et qu'un changement devrait être autorisé. Ce qui se passe, c'est que ce changement de nationalité sportive peut être autorisé sous condition ou notamment à la suite d'un délai d'attente. Dans ce contexte-là, par exemple, le délai d'attente va parfois durer du simple traitement du dossier à un délai de 48 mois, donc de plusieurs années, avant qu'un sportif soit autorisé de représenter une nouvelle fédération nationale. Dans certains cas, ces délais d'attente peuvent être réduits, notamment si les fédérations nationales et la fédération internationale sont d'accord. Ce délai peut également être réduit si vous avez résidé sur le territoire de votre nouvelle fédération depuis un certain nombre d'années, ou si vous détenez la nationalité étatique depuis aussi un certain nombre d'années. Tout ça, ce sont des conditions qui peuvent exister dans les règlements des fédérations internationales. Ce que l'on trouve également dans ces règlements-là, c'est le fait que certaines fédérations internationales peuvent limiter le nombre d'athlètes naturalisés au sein des équipes nationales, en fixant par exemple
des quotas, en disant qu'il est autorisé à avoir uniquement un, deux ou trois athlètes qui ont été naturalisés dans dans l'équipe nationale. Et, en guillemets, interdire s'il y a plus de changements dans cette. Ces quotas sont potentiellement problématiques au regard du droit étatique et notamment du droit européen. Il n'y a pas de décision à ma connaissance les concernant, mais il serait très probable que des tribunaux étatiques les jugent comme étant contraires au droit étatique. Les règlements des fédérations internationales peuvent obliger les sportifs à participer au championnat national du nouveau pays. Je mentionnais le cas du handball et de l'équipe nationale de handball du Qatar de 2015. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les joueurs qui ont participé à cette compétition-là en 2015 étaient des joueurs qui participaient au championnat national du Qatar pendant au minimum 3 ans avant cette compétition internationale. Également, les fédérations internationales vont prévoir des mécanismes pour sauvegarder ou protéger l'intégrité des compétitions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, tout simplement qu'elles vont interdire aux sportifs de participer à une compétition internationale à laquelle il a déjà pris part. Prenons l'exemple du football. Un sportif qui participe à la phase qualificative de la CAN ou de la Coupe du monde de football et qui ensuite change de nationalité sportive ne pourra pas participer au tournoi final de la CAN, respectivement à la phase finale de la Coupe du monde pour son nouveau pays. Il va devoir attendre un nouveau cycle de compétition avant d'avoir le droit de représenter son nouveau pays, puisque là, on ne veut pas que celui-ci ait participé à la phase qualificative et dans la phase finale pour 2 pays différents. C'est une question aussi de régularité des compétitions. J'en viens maintenant à un certain nombre d'exemples que je tire de la pratique et de l'étude notamment de données statistiques qui ont été publiées par les fédérations internationales. Donc, ce sont des données que j'ai récoltées soit directement sur le site de fédérations internationales ou qui m'ont été transmises par les services, soit le service juridique ou les services correspondants des fédérations internationales, et que j'ai eu dans ce contexte-là l'opportunité ensuite d'analyser dans ma thèse à la fois sous l'angle des changements réglementaires qui ont été apportés à ces réglementations-là, ou au contraire aussi à des cycles d'intérêt médiatique en lien par exemple avec les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques et autres. Et dans ce contexte-là, l'idée est de pouvoir vous partager l'interprétation des résultats que j'en ai fait sur la base des données que je présente maintenant. Alors, dans le cadre de ma présentation, je vais m'arrêter sur des données statistiques en athlétisme, en football et en tennis de table, simplement parce que ce sont 3 sports où j'ai des données qui datent sur plusieurs années. Ce sont aussi des sports qui sont mondiaux, avec des flux migratoires entre différents continents. Et comme ce sont des sports aussi relativement différents, avec des centres d'intérêt différents, on peut voir qu'il existe des pays ou des continents qui exportent des athlètes qui sont différents les uns des autres. Également, ce qui est intéressant dans ce contexte-là, c'est d'utiliser l'athlétisme et le tennis comme étant des sports individuels par rapport au football, qui est un sport d'équipe, dans lequel il existe également des championnats nationaux, et de voir dans ce contexte-là quelles peuvent être les différences sur ces différents aspects. Alors, dans le cadre de l'athlétisme, vous voyez qu'il y a un certain nombre de couleurs sur ce diaporama. La première période sur laquelle j'ai envie de vous parler, c'est de 1998 à 2009. C'est un espace réglementaire pendant lequel les sportifs devaient en règle générale attendre 3 ans avant de pouvoir
représenter une nouvelle fédération. Dans ce contexte-là, si les fédérations nationales se mettaient d'accord pour le délai d'attente, celui-ci pouvait être réduit à 1 an, et puis même voire annulé si la fédération internationale était d'accord. Donc c'était des règles qui étaient relativement strictes sur le papier, 3 ans de délai d'attente, mais avec des possibilités de réduction, voire d'annulation complète en fonction des différents accords qui pouvaient être au sein des fédérations nationales. Et dans ce contexte de cette période d'à peu près une dizaine d'années, je m'intéresse à la période 2001-2005. C'est là où véritablement la question de la nationalité sportive a fait la une des médias, notamment en Europe, puisqu'on a eu des premiers changements de nationalité sportive vraiment avec un caractère mercantile. Je m'explique. En 2001 et 2002, il y a eu un athlète du nom de Steven Cherono, c'était un athlète d'origine kenyane, un joueur de demi-fond, qui a décidé de changer de nationalité sportive au profit du Qatar. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que la fédération kenyane d'athlétisme, la fédération qatari d'athlétisme et Stephen Cherono se sont mis d'accord sur une transaction commerciale. Qu'est-ce qui s'est passé? Stephen Cherono a reçu, ou en tout cas s'est vu promettre un salaire à vie. En parallèle, la fédération du Kenya d'athlétisme a reçu une certaine somme d'argent et la fédération du Qatar s'est engagée à offrir un nouveau stade d'athlétisme à la fédération kenyane d'athlétisme. Et donc là, dans ce contexte-là, les parties se sont mis d'accord et Stephen Cherono a pu changer de nationalité sportive. Il est devenu Saïf Shahed Shehan et a décidé à continuer de concourir pour le Qatar au niveau international. Et donc le fait que ce soit une transaction purement commerciale a suscité un certain nombre de commentaires dans les médias. À peu près à la même période, mais un tout petit peu plus tard, en 2003 et 2005, on a eu un athlète du nom de Zenebek Tola, qui était un athlète d'origine africaine, qui était réfugié en Suisse, qui était de niveau international, de niveau dans le demi-fond, et a essayé, par l'entremise de son manager, d'obtenir des nationalités étatiques européennes pour pouvoir participer à des compétitions internationales, notamment dans la Suisse. Ils ont essayé d'obtenir un passeport suisse. Les autorités suisses ont dit non. Dans ce contexte-là, la loi prévoit qu'il faut résider dans notre pays pour une douzaine d'années avant de pouvoir faire la demande. Et donc, ça lui a été refusé. La même chose pour l'Italie et la France. Ce qui s'est passé, c'est que le Bahreïn lui a octroyé la nationalité bahreïnienne contre un salaire annuel de 1 100 € et une prime de 80 000 € en parallèle. Et dans ce contexte-là, elle a décidé de représenter le Qatar sous le nom de Mariam Youssouf Jamal. Alors, ce qui est très particulier dans ce cas-là, c'est que Zenebek Tola, alias Mariam Youssouf Jamal, n'a jamais concouru ou mis les pieds au Bahreïn. Elle a continué d'habiter en Suisse, même après avoir reçu la nouvelle nationalité bahreïnienne et d'avoir été autorisée de représenter ce pays-là au niveau international. Et ça, ce sont des choses qui ont également fait l'objet de nombreux articles de presse en disant que, ben voilà, certains pays du Golfe venaient à acheter des athlètes internationaux, notamment des pays africains, pour pouvoir les représenter au niveau international. Ce qui s'est passé, c'est que dans ce contexte-là, l'IAAF, l'International Athletic Federation, qui est devenue maintenant World Athletics, a décidé de réagir. Et en 2010 et 2011, ils ont changé leurs règles dans ce contexte-là, où ils ont prévu qu'un citoyen naturalisé, enfin donc un athlète naturalisé qui détenait une nouvelle citoyenneté, devait résider pendant 2 ans sur le territoire de sa nouvelle fédération nationale pour pouvoir la représenter lors des compétitions, championnats du monde ou autres, et que ce délai pouvait être
annulée si le sportif détenait cette nationalité-là depuis au minimum 2 ans. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ces règles-là ont tenu uniquement 2 ans, et puis en 2012, la World Athletics a de nouveau changé ses règles et a décidé de réduire ces délais d'attente à une année de détention de nationalité étatique, voire une année de résidence sur le territoire de ce pays-là avant l'acquisition de la nationalité, pour pouvoir rendre un sportif éligible. Et qu'est-ce que l'on voit sur le schéma qui nous occupe, c'est que dans un premier temps, on avait à peu près un peu plus d'une trentaine de changements de nationalité sportive par année, de 1988 à 2009, un tout petit peu plus avec les règles transitoires de 2010 et de 2011, et puis à partir de 2012, avec ce changement de réglementation, le nombre de changements de nationalité sportive a explosé à 67, voire 85 par année au maximum en 2016. Donc pratiquement doublé par rapport au nombre de changements de nationalité sportive qu'il y avait sous l'empire des anciens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le conseil de World Athletics a gelé la réglementation de World Athletics au printemps 2017, a décidé d'adopter des nouvelles règles beaucoup plus strictes à partir de cette date-là, avec un processus beaucoup plus transparent, avec une unité spécialisée chargée de vérifier les changements de nationalité des athlètes, et que seulement à partir de les athlètes pourraient changer de nationalité sportive s'ils étaient capables de démontrer un lien effectif avec leur nouvelle fédération nationale. Et donc là, on voit que le nombre de changements de nationalité sportive, sous réserve de certaines années, a drastiquement baissé sur la période 2017. Alors, ce qui est intéressant de constater aussi, en lien avec l'interprétation de ces différentes règles dans le temps, c'est de voir quels sont aussi les continents d'origine et les continents de destination des sportifs qui ont changé de nationalité sportive. Et donc, si ici on prend les données statistiques depuis 1998 à 2024, on va voir sur le côté gauche la part des athlètes ayant changé de nationalité sportive par continent d'origine. On va voir que 37% des athlètes quittent une fédération nationale, quittent une fédération africaine. Pour un tiers, pour 30%, ce sont des athlètes qui quittent les fédérations européennes, et pour 25% des athlètes qui quittent une fédération en Amérique du Nord, ce sont principalement les États-Unis, Cuba, et puis le Canada. Pour le reste, l'Amérique du Sud, l'Océanie ou l'Asie sont complètement marginaux en termes de chiffres de continents qui sont quittés par des athlètes. Alors, ce qui est intéressant dans le cadre de l'étude de ces flux migratoires, c'est qu'en fait, on voit ici principalement, si on étudie les différentes données statistiques, un axe sud-nord, où la plupart des athlètes qui quittent une fédération africaine vont rejoindre une fédération européenne. Et donc, c'est pour ça que vous avez 57% des athlètes qui rejoignent une fédération européenne dans ce contexte-là. Vous avez une grande mobilité intra-nord-américaine. Et donc, beaucoup d'athlètes de Cuba vont partir vers les États-Unis ou autres, et un certain nombre d'athlètes qui vont partir vers l'Asie et l'Afrique. Donc, si vous voyez ces données statistiques, même si beaucoup de journaux disaient que le Qatar ou Bahreïn accueille le plus ou naturalise des athlètes, en réalité, c'est bien moindre que ce qu'on retrouve au niveau de destination en Europe. Et donc, le pays qui, dans le monde, reçoit le plus de sportifs, c'est un pays européen, c'est la France, avec plusieurs centaines de sportifs qui ont rejoint la Fédération française
d'athlétisme, à savoir ñu xool boo la demee tey mu quatrième fekk ma maa fédération ngi ñëw africaine soo xoolee effectivement yaa d'athlétisme. ngi ñëw dina yokk prix bi Dans ce contexte-là, j'ai aussi regardé waaw donc bu au ko niveau bàyyi des pays c'est-à-dire boo d'origine en Afrique, un petit zoom sur la situation en Afrique, pour vous dire que dans le contexte du Sénégal, le Sénégal a perdu durant cette période seulement 3 athlètes qui ont décidé de changer de nationalité sportive et que, contrairement, c'est nettement moindre hein, que l'Éthiopie ou le Kenya ou le Maroc qui ont perdu, ou le Nigeria qui ont perdu énormément d'athlètes au niveau international, des gens qui ont essayé de rejoindre d'autres pays. Les chiffres que vous voyez notamment en lien avec le Kenya rejoignent ce que je vous disais par rapport à la densité dans certaines disciplines sportives. Hein, c'est 275 ou non, 278 athlètes kenyans qui avaient réussi la limite A qualificative pour les Jeux Olympiques de Londres. Ben, vous voyez que ici, vous avez un pays qui exporte énormément de sport. À l'inverse, en termes de pays de destination, il n'y a aucun sportif, à ma connaissance, qui a décidé de rejoindre ou de changer de nationalité sportive au profit du Sénégal. Donc, dans ce contexte-là, le Sénégal aurait une balance négative de 3 athlètes, aurait perdu 3 athlètes au cours des dernières années. Si on quitte maintenant l'athlétisme et puis qu'on rejoint un autre sport, le football, nous avons aussi des données statistiques qui diffèrent depuis 2003 ou qui existent depuis 2003 à 2024. Donc ça fait à peu près maintenant une vingtaine d'années que les changements de nationalité sportive sont de nouveau autorisés par la FIFA. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant très très longtemps, hein, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à 2003, la FIFA n'acceptait pas les changements de nationalité. La FIFA a changé de son fusil d'épaule, a autorisé les changements de nationalité sportive à partir du début des années 2000, notamment sous la pression des fédérations africaines qui ont demandé à la FIFA d'autoriser les changements de nationalité sportive pour leur permettre en fait, de pouvoir récupérer un certain nombre d'athlètes ou de joueurs nationaux qui avaient fait leur classe dans des équipes juniors européennes et qui n'avaient pas été sélectionnés en équipe A de ces pays-là. Et que c'était des joueurs qui étaient très très bons et qui auraient pu être sélectionnés notamment par les équipes nationales africaines. Et donc dans ce contexte, la FIFA a décidé d'autoriser les changements de nationalité sportive à partir de 2003. Alors, ici, un des critères fondamentaux pour pouvoir changer de nationalité sportive, c'était d'avoir moins de 21 ans et de n'avoir jamais joué avec l'équipe nationale A de football de ce pays. Il y a eu une exception temporelle, hein, c'était 2004, où là, pendant une année, les joueurs qui avaient plus de 21 ans ont eu le droit de demander de changer de nationalité. C'est pour ça qu'ils avaient ouvert ce nombre plus élevé de changements de nationalité sportive sur la période de 2003 à 2008. À partir de 2009, la FIFA a levé la règle des 21 ans. Et donc, tous les joueurs qui n'avaient pas représenté une équipe A au niveau international étaient autorisés de changer de nationalité sportive. Et dans ce contexte-là, ce que l'on constate d'un point de vue des données statistiques, c'est naturellement une augmentation du nombre de changements de nationalité sportive par année. En 2016, vous voyez une hausse soudaine du nombre de changements de nationalité sportive. Alors, cette hausse n'est pas due à un changement de réglementation de la part de la FIFA, contrairement à ce que l'on pourrait voir ou ce que l'on a vu dans le cadre de l'athlétisme. Ici, ce changement est principalement dû à l'intégration du Kosovo en tant que nouveau membre de l'UEFA et de la FIFA. Et donc, dans ce contexte,
le nombre de joueurs qui ont décidé de quitter notamment des sélections européennes pour rejoindre celle du Kosovo ont fait exploser le nombre de demandes au cours des années qui ont suivi, de 2016 notamment à 2019. Et donc là, ce qu'on a constaté, c'est une plus grande mobilité des sportifs au sein des Balkans et au sein de l'Europe. Et c'est ça qui fait que le nombre de changements de sélections a augmenté. En 2020, la FIFA, par contre, a adopté des nouvelles règles en matière de changement de nationalité sportive. Et dans ce contexte-là, ces règles ont permis de nouvelles, en tout cas, offert des nouvelles conditions aux athlètes qui changeaient de nationalité sportive. Les athlètes qui ont participé, alors, 2018, la Coupe du Monde aussi de Amadou Nakatari. Amadou, est-ce que vous pouvez juste expliciter ce que vous vouliez dire en 2018? Je vois le commentaire. Oui, prenez la parole. Alors, oui, excusez-moi, c'était pour simplement dire qu'il a coïncidé avec la Coupe du Monde au Qatar. Donc, beaucoup de joueurs aussi ont demandé la nationalité, le changement de nationalité. Simplement ça. Alors, c'est très bien que vous mentionnez cet aspect-là, Amadou. Dans le cadre des données statistiques que j'ai regardées, j'ai étudié en fait l'ensemble des joueurs, des fiches, des données, des sélections nationales, des athlètes qui ont participé aux différentes Coupes du Monde, que ce soit à partir de la Coupe du Monde en Afrique du Sud et les suivantes. Et ce que j'ai vu, c'est que le pourcentage de joueurs qui ont changé de nationalité sportive et qui ont participé à la Coupe du Monde de la FIFA a relativement peu évolué. Il y a entre 2,2 et 3% des athlètes, des joueurs de football qui ont changé de nationalité sportive qui ont participé à la Coupe du Monde. Donc, du point de vue des données statistiques, la Coupe du Monde au Qatar a eu très très peu d'impact sur le nombre de changements de nationalité sportive. Donc ça, c'est quelque chose qui est resté quand même relativement stable dans ce contexte. Je vois que Abou Dia a aussi levé sa main. Est-ce que Abou pourrait prendre la parole maintenant? Allez-y, Abou. Non? Alors, dans ce cas, je vois que Alioune Gué a aussi levé la main. Alioune, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais juste abonder dans votre sens, parce qu'après le Kosovo aussi, il y a la Serbie-Monténégro qui est devenu deux pays, la Serbie et le Monténégro. Peut-être que ça a aussi expliqué l'augmentation du nombre de changements de nationalité. Merci. Exactement, vous avez tout à fait raison. Et notamment, on a un joueur du nom de Dejan Stankovic qui a joué pour la Yougoslavie, pour la Serbie et Monténégro et pour la Serbie. Donc, c'est à ma connaissance, un des seuls joueurs, si ce n'est peut-être le seul joueur, à avoir participé à la Coupe du Monde pour formellement 3 pays différents, la Yougoslavie, Serbie et Monténégro et la Serbie. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite encore prendre la parole? Alors, si c'est pas le cas, je vais continuer avec la suite de l'interprétation du tableau. Où là, ce qu'on voit, c'est que donc à partir de 2020, par exemple, les joueurs qui avaient déjà participé à une compétition avec l'équipe nationale A, ceux-ci ont eu le droit de participer à des compétitions, de changer de nationalité sportive, pour autant qu'ils n'aient pas joué plus de 3 matchs et n'aient pas participé à la phase finale de la Coupe du Monde ou de la Coupe d'Afrique des Nations, respectivement de l'UEFA. Et que dans ce contexte-là, comme les critères pour changer de nationalité sportive ont été élargis,
on a eu une augmentation du nombre de changements de nationalité. Ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que ces chiffres correspondent aussi avec le développement du football féminin. C'est à partir des années 2020 et suivantes que l'on a vu les premiers changements de nationalité sportive dans le football féminin. Et donc là aussi, comme on a un pool de joueurs plus important qui peut changer de nationalité, avait fait une étude, hein, donc ça permettait de faire une photographie, de voir comment les choses ont évolué avec le temps. Et donc, ce qu'on voit, c'est que de 2003 à 2010, hein, quand les changements de nationalité sportive ont été de nouveau autorisés par la FIFA, on voit que 88% des joueurs de football quittaient une sélection européenne, un tout petit peu une sélection en Amérique du Nord, très très peu en Afrique, à 3%, et en Océanie et Amérique du Sud, pratiquement aucun joueur qui quittait ce type de sélection. Et donc, en revanche, en 2010, on avait une très très grande... Aboudia, je vais reprendre votre question juste après. Au niveau des continents de destination, on avait vraiment un axe nord-sud où on voit que 48% des joueurs de football qui quittaient une sélection, pour la plupart une sélection européenne, rejoignaient une sélection africaine dans ce contexte-là. Donc les fédérations nationales africaines ont énormément bénéficié du changement de règles de la part de la FIFA. Et donc, ce qu'on voit également, c'est que pour un tiers des changements de nationalité sportive, on avait principalement une très grande mobilité intra-européenne, et donc, dans certains autres cas, des changements pour l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Océanie, et très très peu pour l'Amérique du Sud. Je fais encore le slide suivant et je viens sur le commentaire qui a été fait. Ici, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, si on élargit le spectre de 2003 à 2024, on voit que les critères les continents d'origine n'ont pas vraiment changé. Hein. On a toujours l'Europe à 88%, tout petit peu l'Afrique qui a baissé, l'Asie et l'Amérique du Sud qui ont augmenté, l'Amérique du Nord qui a un tout petit peu baissé. En revanche, si on regarde au niveau des continents de destination, et ben là, on se rend compte qu'il y a eu un rééquilibrage ou un changement en fait de destination sur la masse totale des sportifs, où maintenant l'Afrique ne totalise plus qu'un tiers des changements qui ont été acceptés, et c'est l'Europe qui pratiquement est à 46%, presque à la moitié des changements nationaux. Donc ça correspond également à ce que je mentionnais avant, notamment le fait que l'admission du Kosovo et ces changements-là ont fait qu'il y a eu une plus grande mobilité intra-européenne et un axe nord-sud qui est moins fort que ce qui était fait auparavant. Bien entendu, au niveau de l'Amérique du Nord, toujours un bastion ou des changements qui ont été faits ou des athlètes qui sont partis en Amérique du Nord. Alors, je vais reprendre maintenant la question qui a été posée, puis ensuite je donnerai la parole aux personnes qui sont dans la file d'attente. Alors, Aboudia qui parle du basketball. Alors, si on peut peut-être laisser le basket pour après, comme ça je reste dans le domaine du football, notamment si Aboudia qui a sa main levée a une question en lien avec le football, et puis après je reprendrai rapidement le basket. Abou, qu'est-ce que vous souhaitiez dire? Pas de souci, c'était une question concernant le basket. J'attends que le basket arrive. Si ça vous va comme ça. Alors, laissez-moi juste regarder dans mes slides. Dans mes slides, je vais encore juste deux slides par rapport au football, et après, on se penche sur le basketball si ça vous va. Ça joue?
Pas de problème, pas de problème. Merci. Seydina, dites-moi. Oui, allô, professeur. Allô, oui. On vous écoute. Bon, en fait, avant tout, on vous remercie par rapport à la clarté de l'exposé et aux données que vous nous fournissez. En fait, moi, mon intervention peut-être serait une question, parce que souvent, on voit que beaucoup de joueurs qui viennent, exemple, nous, si on prend le cas du Sénégal, je pense que dans ce contexte-là, on en a énormément bénéficié. Des joueurs qui ont changé de nationalité pour venir jouer au Sénégal. Maintenant, peut-être ma question serait de savoir, exemple, il y a des joueurs qui quittent l'équipe nationale, exemple, si je donne l'exemple de la France, exemple, qui n'ont pas pu jouer pour l'équipe nationale de la France et qui sont venus jouer au Sénégal. Maintenant, il y a d'autres joueurs aussi qui au moins peut-être ont été sélectionnés en équipe nationale de France, mais qui n'ont pas joué et qui par la suite ont rejoint d'autres équipes nationales, peut-être en Afrique. Maintenant, est-ce que les règles sont les mêmes entre ces deux joueurs-là? C'est ce que je voulais en fait savoir. Je ne sais pas si vous avez un peu compris ma question. Je n'ai juste pas compris la dernière partie. Malik, est-ce que vous pouvez juste éteindre votre... Oui, parce qu'il y a d'autres qui ont ouvert leur micro. Et c'est ça qui fait qu'on ne s'entend pas bien, quoi. En fait, je dis que il y a des joueurs qui n'ont pas pu être sélectionnés en équipe de France, exemple, et qui vont rejoindre d'autres sélections africaines. Par contre, il y a d'autres qui ont été sélectionnés, mais qui n'ont pas peut-être participé à des matchs ou à des compétitions, et qui par la suite ont changé de nationalité pour pouvoir évoluer ailleurs. Maintenant, est-ce que la réglementation est pareille pour ces deux cas de footballeurs, exemple? Alors, la règle n'est pas la même. Bien entendu, à partir du moment où un joueur n'a jamais joué pour une nouvelle, n'a jamais été sélectionné, on va regarder simplement les règles sous l'angle de la naturalisation. Est-ce que ce joueur-là a résidé le temps nécessaire sur le territoire de sa nouvelle fédération? Est-ce que, par exemple, il avait un ancêtre, un parent, un grand-parent qui était originaire de ce pays-là? Et dans ce contexte, après un certain nombre d'années, ce sportif va pouvoir faire usage de sa nouvelle nationalité. Si un sportif a déjà joué au niveau international pour un autre pays, il va devoir passer par une phase de changement de nationalité sportive. Ça doit devoir être approuvé par la FIFA dans ce contexte-là. Et c'est notamment ces données statistiques que je suis en train de vous présenter. Pour revenir justement dans le cadre de ces changements de nationalité sportive et sur le cadre du Sénégal en particulier, on a sur les données statistiques de 2003 à 2024 trois joueurs qui ont quitté la fédération du Sénégal de football. Et ces trois joueurs sont partis jouer, par exemple, pour la Mauritanie dans ce contexte-là. En revanche, si on regarde les données statistiques sur les pays de destination, alors là, c'est de nouveau, c'est un grand schéma. Je vous ai mis en rouge le Sénégal. Le Sénégal, sur 2003 à 2024, a reçu 21 joueurs qui ont, pour la plupart, pour une vingtaine d'entre eux, représenté la France auparavant et pour un, l'Allemagne. Et donc, ce sont des joueurs qui ont fait leur carrière, ou leurs équipes juniors, en tout cas, pour la France ou pour l'Allemagne, qui ont été sélectionnés au niveau international par ces pays-là. Et lorsque ils ont décidé de quitter la France, respectivement l'Allemagne, eh ben, ils ont pu obtenir la nationalité sportive du Sénégal et maintenant, ils sont éligibles pour représenter le Sénégal au niveau international. Ce que vous voyez dans les données statistiques ici, c'est que le Maroc et l'Algérie sont loin devant en termes de pays qui ont reçu des nouveaux joueurs de football.
Et dans la plupart de ces cas-là, autant pour le Maroc que l'Algérie, la plupart des pays des joueurs viennent également de la France. Donc, dans ce contexte-là, on voit les liens qui peuvent exister en termes de double nationalité, notamment entre la France et des pays africains francophones pour lesquels beaucoup de personnes ont la double nationalité. Est-ce que vous avez encore des questions en lien avec le football? Donna, allez-y. Oui, professeur, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une question par rapport au foot. J'ai remarqué depuis votre exposé que vous n'avez pas parlé de l'Inde. Est-ce que l'Inde n'a pas une fédération? Parce que je constate ces dernières années que ce pays-là ne participe pas à des compétitions internationales de football. Je voudrais savoir, est-ce que celle-ci n'a pas de fédération? Alors, l'Inde a une fédération nationale, très souvent. Malheureusement, dans de nombreux sports, l'Inde a eu des problèmes de gouvernance. Par exemple, une fédération nationale à être suspendue. Et donc, dans ce contexte-là, à ne pas avoir accès à certaines compétitions internationales. Ce qui vaut aussi, l'Inde est un pays gigantesque avec, oui, beaucoup de traditions sportives, mais le cricket est le sport principal en Inde. Et donc, dans ce contexte-là, ça a simplement fait aussi qu'ils sont un petit peu derrière ou en retard avec la préparation de leurs équipes nationales en matière de football. Bonjour. Céline, allez-y. Ouais, je voudrais savoir, par rapport aux doubles nationalités que vous avez évoquées tout à l'heure, maintenant, si un joueur choisit, par exemple, de jouer pour le Sénégal, il a la nationalité sénégalaise dans la nationalité française. Est-ce s'il opte de jouer pour le Sénégal, est-ce qu'il a la possibilité de garder sa nationalité française ou il perd en fait la nationalité française au détriment de la nationalité sénégalaise? Alors, ici, on va distinguer deux concepts de nouveau différents entre la nationalité étatique et la nationalité sportive. La personne qui est à la fois franco-sénégalaise, qui est à la fois la nationalité française et la nationalité sénégalaise, est soit sénégalaise, soit française au regard du droit du Sénégal ou du droit français. La FIFA ne va pas les regarder ne va pas les interférer par rapport à la nationalité étatique et le fait de savoir si cette personne doit perdre ou pas sa nationalité, notamment si elle est naturalisée. Ça, c'est pas la règle de la FIFA. Ce que la FIFA va regarder, c'est à partir de quand un joueur qui a les nationalités du Sénégal et de la France a joué pour une sélection nationale du Sénégal ou de la France. À partir du moment où le joueur a décidé de jouer pour l'une des deux fédérations nationales, eh ben, il est lié à cette fédération nationale-là. Donc, si le joueur est sélectionné en moins de 16 ans, moins de 18, avec l'équipe nationale du Sénégal, et qu'il n'a jamais porté le maillot français, eh ben, dans ce cas-là, il aura élu la nationalité sportive du Sénégal. Et si à un moment donné, il souhaite en changer, il va devoir faire une demande auprès de la FIFA, attester de sa nationalité française, et dans ce contexte-là, montrer qu'il répond aux critères du règlement d'application des statuts de la FIFA et sera potentiellement autorisé par la FIFA à changer de nationalité. Mais ce choix-là n'a pas d'impact sur sa nationalité étatique. Est-ce qu'il y a d'autres questions en lien avec le football? Ouais, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, Zio au niveau du Burkina Faso. Alors monsieur, tout au long de votre exposé, vous n'avez pas parlé de l'arrêt Bosman qui a amené un boom de changement de nationalité en Europe. Et on a vu que beaucoup de clubs européens, à un moment donné, ont donné la nationalité, j'allais dire sportive, pour pouvoir faire le maximum de recrutement, avoir le maximum d'étrangers au niveau de leur effectif. Comment on peut interpréter cela?
Alors, c'est une excellente question. Il existe en réalité plusieurs nationalités sportives. La nationalité sportive qui fait l'objet de la conférence aujourd'hui, et c'est au niveau international, pour participer à des compétitions internationales, hein, c'est-à-dire de participer à la Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques, c'est ce que j'appelle les compétitions internationales au sens strict. Le cadre de l'arrêt Bosman a effectivement permis la libéralisation du transfert des joueurs, d'interdire les clauses de nationalité, c'est-à-dire les quotas de sportifs étrangers au sein de l'Union européenne. Mais l'arrêt Bosman, là, n'est pas directement lié à l'objet de la présentation aujourd'hui, à la question de la nationalité sportive au sens étatique. Oui, c'est un lien, mais ce n'est pas cet élément-là qui va être déterminé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a rendu l'arrêt Bosman et tous les autres arrêts depuis, ils ont toujours dit que pour des questions de discrimination ou d'égalité de traitement, les règles au niveau du droit européen, ou en tout cas que les équipes nationales échappaient à certaines des règles de droit européen, et que dans ce contexte-là, on pouvait autoriser le concept de nationalité sportive. Alors bien sûr, ce concept, il doit rester proportionné, il doit rester dans les limites du droit étatique, et c'est pour ça que je mentionnais peut-être que les quotas d'athlètes naturalisés pourraient être contraires au droit européen, mais que dans ce contexte-là, il n'y a pas de décision à l'heure actuelle de la Cour de justice de l'Union européenne. Il ne le prend pas par rapport à un intérêt sportif, il vient parce que peut-être s'il n'a pas un contrat aux États-Unis, ça lui permet d'avoir un contrat en Europe et où il est considéré comme Cotonou, ce qui lui permet dans ses clubs européens, il n'est pas considéré comme un étranger, comme un Américain ou autre, parce qu'il est dans Cotonou. Et donc moi, quand je parle des binationaux, c'est que
je comprends quand la FIBA met en place des règles, dire que oui, après les 16 ans d'un gamin, si tu n'as pas ces documents, tu ne peux pas jouer la sélection d'origine de tes parents et tout ça. Et c'est là où je parle, est-ce qu'il ne faut pas différencier les binationaux et les naturalisés? Parce qu'un gamin qui a des origines africaines, après ses 16 ans, il peut prétendre à jouer dans une équipe nationale africaine, même s'il n'a pas obtenu ses papiers avant ses 16 ans. C'était ça ma question. Voilà. À vous, je vous remercie d'avoir précisé votre question. Alors là, on a de nouveau on a deux éléments qui fonctionnent en parallèle. On a la question de l'accès au marché du travail, en lien notamment avec les compétitions de clubs et le statut de salarié des joueurs de basketball, mais ça peut s'appliquer également aux joueurs de football. Donc, à partir du moment où un individu a une nationalité européenne ou est bénéficiaire, par exemple, de l'accord de Cotonou, à partir du moment où il est employé en Europe, il ne peut pas être discriminé sur la base de sa nationalité. Donc ça c'est un premier élément, et ça concerne l'accès au marché du travail, le fait de pouvoir participer, par exemple, au championnat national d'un pays européen. La question est là, le fait qu'un individu soit naturalisé ou pas est en réalité sans pertinence du point de vue du droit du travail, puisque si vous avez un passeport européen, eh bien, vous avez le droit d'accéder au marché européen sans restriction. En revanche, si vous souhaitez représenter une fédération, une sélection européenne ou, à l'inverse, une sélection africaine, et prenons celle du Sénégal, parce que vous avez été naturalisé, alors là, vous avez des conditions strictes de la FIBA qui vont s'appliquer sur le fait de savoir est-ce que vous avez acquis votre nationalité après l'âge de vos 16 ans ou pas, pour pouvoir participer à ces compétitions au niveau international. C'est là la distinction entre les deux. Donna, je vois que vous avez levé la main. Oui, professeur. En fait, moi, j'ai une question aussi par rapport au basket. En fait, ma question se situe au niveau de... J'ai fait le constat de 2 athlètes de haut niveau qui ont changé de nationalité. Je ne sais pas si on peut tenir compte de l'âge de 16 ans. Il y a l'exemple de Serge Ibaka, qui est normalement, qui n'a pas... Bon, je ne sais pas s'il a peut-être fait après, qui n'avait pas spécifié qu'il avait changé de nationalité sportive, parce que lui, il ne représentait pas une équipe en tant que telle. Mais après, je l'ai vu sur les couleurs de l'équipe d'Espagne. Donc, il a joué avec l'équipe d'Espagne. Je ne sais pas si il y a eu quelque chose qui s'est fait après. Mais non, il y a aussi le cas de Joel Embiid, qui, je crois, à un moment donné, je ne sais pas si vraiment il avait pris la nationalité française, mais après, on l'a vu, il s'est retrouvé à jouer avec l'équipe américaine. Je pense que ça a même fait l'objet de débats un peu sur les différents réseaux sociaux par rapport à ça. Je ne sais pas, j'aimerais un peu avoir votre point de vue sur ces questions-là. Alors, je ne connais pas ces deux cas en détail, mais le fait est qu'il y a un processus chaque fois qui est en place au sein des fédérations internationales, que ce soit la FIBA, que ce soit la FIFA ou autre, où en fait la fédération nationale qui va recevoir le joueur va faire une requête auprès de la fédération internationale, présenter les documents qui sont requis au regard de la réglementation sportive, et puis si ces documents sont complets, ensuite, soit par exemple le secrétaire général, soit la commission juridique ou une commission spécialisée va revoir ces documents-là et autoriser ou non le changement de nationalité sportive. Il faut se dire que si ces éléments-là, si ces joueurs ont pu changer de nationalité sportive, ça signifie que dans leur papier, leur documentation était complète, elle était conforme au règlement de la fédération internationale et que dans ce contexte-là, le changement a été autorisé. Si par exemple la FIFA ou la FIBA avaient décidé que le changement de nationalité sportive n'était pas conforme à ces règles, ils auraient rendu une décision négative, et cette décision négative peut faire l'objet d'un appel, en règle générale, au tribunal arbitral du sport à Lausanne. Il y a eu des cas comme ça dans le domaine du football, où des décisions négatives de la FIFA ont fait l'objet d'un appel devant le TAS, qui parfois a été confirmé ou au contraire a été infirmé. Oui, Abou ?
vous aviez levé la main. Non. Alors, dans ce contexte-là, je propose qu'on reprenne juste le fil de la présentation et je vais vous parler maintenant du tennis de table. Montrer qu'ici, les changements de nationalité sportive varient énormément d'un moment à l'autre à partir de 2008. On voit aussi que le nombre de changements est nettement moindre que dans le domaine du football ou de l'athlétisme dans ce contexte-là. Ce qui est intéressant, par contre, au niveau du tennis de table, c'est de montrer la différence fondamentale de continent d'origine et de continent de destination par rapport aux deux sports que nous avons vus avant, le football et l'athlétisme. Ici, on voit qu'à plus de 70% des sportifs quittent une fédération asiatique, et en réalité, c'est 99% des cas la fédération chinoise qui est quittée. Et que seulement pour un quart des changements de nationalité sportive, c'est l'Europe qui est quittée. Et on voit à l'Afrique 1% des joueurs qui est quitté. Et en revanche, au niveau des pays des continents de destination, on voit une répartition complètement différente. C'est plutôt cette fois-ci l'Amérique du Nord qui est le continent de destination phare, suivi par l'Europe et l'Océanie, et puis un petit peu à la traîne l'Asie. Et dans ce contexte-là, l'Afrique et l'Amérique du Sud qui sont très très peu concernés en termes de changement de nationalité sportive. Et là, l'objectif, c'était de vous montrer que chaque sport peut avoir des flux migratoires qui sont différents. En football, on a très bien vu, plutôt un axe nord-sud, Europe, Afrique dans un premier temps, puis après intra-européen. Dans le cadre de l'athlétisme, aussi cet axe un petit peu nord-sud, ou plutôt sud-nord, avec l'Afrique vers l'Europe, une mobilité intra-européenne et une mobilité intra-Amérique du Nord. Et là, si on regarde les destinations, le tennis de table, c'est vraiment l'Asie qui irradie le monde dans ce contexte. Si je pars maintenant sur la question des réglementations du Comité international olympique, ici, il faut savoir c'est que le CIO utilise le critère de la ressortissance, en fait, de la nationalité. Il peut y avoir des exceptions, ce sont les athlètes sous bannière olympique qui peuvent être rentrés directement par le CIO. Et ces sportifs sont liés à un comité national olympique dès qu'ils participent aux Jeux olympiques, aux championnats du monde, aux championnats d'Europe continentaux, de leur sport. Au niveau des règles de changement de nationalité sportive, un sportif qui change de nationalité sportive doit faire 36 mois, donc 3 ans, sans compétition internationale. Et là, ce que j'appelle le DIESACO, le départ de ce délai des 3 ans, c'est la dernière participation à une compétition internationale. Ce délai de 3 ans peut être réduit avec l'accord des comités nationaux olympiques et de la fédération internationale concernée, voire même peut-être il faut également l'accord de la commission exécutive du CIO, mais il peut aussi décider d'annuler, voire de réduire complètement ce délai d'attente si toutes les parties donc, dans les derniers slides que je souhaite vous présenter, c'est de vous expliquer aussi que l'existence de différentes règles peut être problématique pour certains athlètes, parce que le CIO, le Comité international olympique, et certaines fédérations internationales, comme le World Athletics, peuvent avoir des règles qui sont un tout petit peu différentes. Alors, j'utilise l'exemple de Libania Greno, qui est une athlète proche de 400 mètres, d'origine, elle a participé au championnat du monde en 2005. Elle s'est mariée avec son coach qui était d'origine italienne. Elle a habité en Italie pendant plusieurs années. Et de 2005 à 2008, elle a participé à aucune compétition internationale. En 2008, quelques semaines avant les Jeux olympiques de Pékin, elle a reçu son passeport italien
comme elle avait réussi les minima internationaux, et puis que ça faisait 3 ans qu'elle n'avait pas participé à des compétitions internationales, eh ben, elle a été autorisée à représenter l'Italie lors des Jeux Olympiques de 2008, puisque comme je vous l'ai dit dans le slide précédent, le délai d'attente de 3 ans par la dernière participation à une compétition internationale. Donc là, nous avions ce délai des 3 ans qui était respecté. Le problème est que World Athletics avait aussi un délai de 3 ans pour participer à ces compétitions, mais un délai de 3 ans à partir de l'acquisition de la nationalité étatique. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que elle avait acquis le passeport italien qu'en 2008. Et donc, elle aurait peut-être dû, sous l'empire des deux règles différentes, faire un premier délai d'attente de 3 ans de 2005 à 2008 pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques, et puis après, pour participer au prochain championnat du monde d'athlétisme, attendre de 2008 à 2011 pour pouvoir représenter l'Italie au niveau des compétitions de World Athletics, parce que le délai d'attente de 3 ans était calculé d'une manière différente. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que les avocats de Libania Greno ont pu négocier aussi avec World Athletics pour s'assurer en fait qu'elle n'ait pas à subir un second délai d'attente de 3 ans pour que sa carrière internationale ne soit pas affectée à ce niveau-là. Et du coup, elle a été autorisée à représenter l'Italie dès les championnats du monde de 2009 à Berlin. C'est là aussi de montrer que parfois, certains sportifs peuvent se retrouver dans une situation un peu particulière lorsque les règles des fédérations internationales ne correspondent. Dans le dernier slide que je souhaite brièvement vous mentionner, c'est aussi le fait qu'il peut y avoir des géographies sportives différentes, hein, comme on l'a mentionné, entre la géographie étatique et la géographie des fédérations internationales. Et le CIO peut avoir une géographie sportive qui est différente de celle des fédérations internationales, notamment de la... Alors, comme vous le savez, il existe l'équipe de Grande-Bretagne au niveau olympique, mais au niveau du football, cette équipe-là, elle n'existe pas. C'est l'Angleterre, l'Écosse, le Portugal et toutes les autres fédérations nationales qui représentent le Royaume-Uni. Et donc, de 1908 à 1970, on n'a pas tellement eu de problème. Il y a toujours eu une équipe de Grande-Bretagne qui a participé aux Jeux Olympiques. Mais de 1970 à 2012, il n'y a pas eu de participation d'une équipe de Grande-Bretagne, tout simplement parce que le mode de qualification a changé, l'amateurisme était aussi déterminant, et que dans ce contexte-là, en fait, comme c'était l'UEFA qui organisait les compétitions qualificatives et qu'il n'existe pas d'équipe de Grande-Bretagne, eh ben, l'équipe de Grande-Bretagne n'a jamais pu se qualifier pour les Jeux Olympiques de football. En 2012, on a eu une règle particulière, c'est que comme c'était le Royaume-Uni et Londres, c'était Londres qui accueillait les Jeux Olympiques, et le Royaume-Uni était qualifié d'office, et que dans ce contexte-là, on a eu une équipe qui était présente. Alors, chez les femmes, les différentes équipes de Grande-Bretagne se sont mises d'accord pour avoir une sélection qui regroupait des joueuses de toutes les fédérations hautes, mais chez les hommes, les équipes ne se sont pas mises d'accord, et donc seuls des joueurs anglais ont représenté la Grande-Bretagne au niveau des Jeux Olympiques. En 2020 et 2024, il y a eu un nouvel accord entre les différentes équipes, les différentes fédérations nationales au niveau des équipes féminines, et là, on s'est mis d'accord que si l'Angleterre qualifiait une équipe, si l'Angleterre était qualifiée, l'équipe de Grande-Bretagne serait qualifiée pour cette compétition-là. Et donc, dans ce contexte, on a donné la possibilité à l'équipe britannique de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Chez les hommes, il n'y a pas eu d'accord correspondant, et que dans ce contexte-là, les hommes seront absents des Jeux Olympiques ont été absents en 2020 et 2024, car ils n'avaient pas la possibilité de qualifier une équipe nationale pour les Jeux Olympiques. Voilà, j'arrive au terme de la présentation de cette conférence que je voulais donner aujourd'hui. Je suis bien entendu à disposition pour répondre
aux différentes questions que les participants pouvaient avoir. Je vois que Donna a d'ores et déjà levé la main, donc je propose de lui donner la parole et puis je me réjouis de répondre. Allez, Donna, c'est à vous. Professeur, je voudrais savoir, par rapport aux différents flux migratoires, donc vous avez dit qu'au niveau intra-européen, c'est un peu plus, en termes de pourcentage, c'est un peu plus élevé. Mais qu'est-ce qui peut expliquer sociologiquement ces changements? Est-ce que c'est dû au fait que quand, on va dire, un athlète quitte une fédération dans laquelle il était avant pour notre fédération, est-ce que ça peut être lié aux avantages que la nouvelle fédération lui offre qui fait qu'il quitte l'ancienne fédération? Alors, on ne peut pas l'exclure que des avantages soient liés à ça. Il y a, comme toujours, plusieurs facteurs qui peuvent. Il y a des facteurs sportifs. Hein, c'est peut-être que la densité dans un pays est très très forte, et puis qu'un de ces sportifs n'est pas suffisamment bon pour se qualifier, et puis donc il préfère utiliser sa deuxième nationalité pour être qualifié au niveau international. Il peut aussi se passer que, voilà, on a des membres de la diaspora, des gens qui ont grandi dans un pays, qui ont peut-être fait leur sélection junior dans le pays de résidence, et puis après coup, décident de représenter le pays d'origine de leurs parents parce qu'il y a un lien affectif qui est beaucoup plus élevé à ce niveau-là. Chaque trajectoire, en fait, est individuelle et individualisée dans ce contexte-là. Et donc, il s'agit de... C'est difficile de donner une réponse définitive en lien avec ça. Il y a des motifs d'opportunité, il y a des motifs affectifs, il y a des motifs sportifs qui peuvent entrer en ligne. Mansour? Ouais, je voudrais savoir, pour les apatrides, par exemple, sur quels critères la CIO se base pour leur octroyer des places par rapport à des compétitions, quoi? Mansour, est-ce que je peux vous demander de répéter parce que vous êtes un peu loin de votre micro? J'ai malheureusement pas entendu la question. Oui, j'ai dit, je voudrais savoir. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui, je voudrais savoir, pour les apatrides, sur quels critères se base en fait la CIO pour lui accorder en fait des places, quoi? Parce qu'on voit des gens qui n'ont pas de nationalité et des fois on leur accorde des places par rapport à des compétitions. Oui. Alors Mansour, c'est une très bonne question par rapport à ça. En règle générale, le Comité international olympique se base sur un statut, par exemple, de réfugié ou d'apatride au regard du droit international. Donc, ils vont appliquer les conventions sur l'apatridie, sur la nationalité, sur le statut de réfugié pour déterminer quel est le statut de cette personne-là, par exemple, dans son pays de résidence. Est-ce que c'est un statut de réfugié ou au contraire, est-ce que c'est un statut, la personne est apatride et elle a les papiers qui lui permettent de retrouver. Et dans ce contexte-là, le CIO va faire une décision au cas par cas. Et si le CIO considère que cette personne remplit les critères, le CIO va en règle générale inscrire cette personne-là dans l'équipe des réfugiés, dans l'équipe qui défile sous bannière olympique. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ok, c'est bon, merci. Amadou? Oui, merci, monsieur le conférencier. Je prends la parole, évidemment, en tant qu'enseignant dans ce cours. J'ai en charge le cours de droit du sport. Et vous voyez vraiment toute ma joie de voir aujourd'hui beaucoup de questions élucidées à la lumière de votre conférence. Je vous remercie très sincèrement au nom de notre établissement, l'INSEPS, qui est en partenariat avec le CIS et la FIFA. Pour ce cours. Et donc, l'intégrité du sport et de la nationalité. Merci Amadou, bien. Amadou, Oui. merci pour vos sentiments. C'est effectivement pour moi un plaisir et un honneur d'être présent avec vous aujourd'hui et pouvoir échanger avec les participants, avec toutes les personnes qui ont participé à cette formation du réseau universitaire international. Si j'ai bien compris, la question en fin, c'est
est-ce qu'il y a un lien entre l'intégrité et la nationalité sportive? C'est bien ça. C'est bien. Alors, oui, il y a un lien direct dans ce contexte-là, c'est-à-dire que la raison d'être de la nationalité sportive, du point de vue des fédérations internationales, c'est de garantir la régularité et l'intégrité de leur compétition. Ce que les fédérations internationales veulent éviter, c'est que aujourd'hui, Amadou joue pour le Sénégal et que demain, Amadou joue peut-être pour la Suisse dans la même compétition. C'est la raison d'être même de la société sportive, c'est d'avoir des règles en place et des processus qui permettent de garantir la régularité et l'intégrité des compétitions en ayant, par exemple, un processus formel pour qu'un sportif puisse changer de nationalité sportive. C'est en allant sous ce processus-là que la Fédération internationale valide le changement de nationalité sportive qu'on va garantir l'intégrité et la régularité des compétitions. Donc, de ce point de vue-là, je vois effectivement un lien entre les deux concepts. Est-ce qu'il y aurait encore des questions? Je vois que Mansour a toujours sa main levée. Non, c'est bon, j'ai oublié de le désactiver. Ok. Alors, dans ce cas-là, on va donner à Ahmed la parole. Merci, professeur. Bon, j'aimerais intervenir par rapport au cas de la sportive italienne que vous avez mentionné tout à l'heure, par rapport à la nationalité sportive et de la nationalité étatique. Bon, je pense que c'est une suggestion. Je me demande si, dès l'instant où la nationalité sportive coïncide avec la nationalité étatique, est-ce qu'il y a besoin d'intégrer une période d'attente ou bien une période probatoire avant de changer de nationalité? Merci. Donc, si j'ai bien compris la question, c'est le fait de savoir est-ce que on pourrait seulement se reposer sur la nationalité étatique pour définir la nationalité sportive, c'est ça? Oui, mais dans le cas spécifique de changement de nationalité étatique. Oui. Alors, on pourrait, mais le principe même de la nationalité sportive, c'est de garantir une égalité de traitement entre tous les sportifs de par le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque pays, chaque État a ses propres règles en matière d'octroi et de retrait de nationalité. Prenons l'exemple de la Suisse. Pour pouvoir être naturalisé en Suisse, vous devez résider pendant 12 ans chez nous. C'est un peu plus court si vous êtes marié à quelqu'un qui habite en Suisse. Mais il existe des pays dans lesquels le gouvernement peut vous octroyer une nationalité étatique le jour même, sur décret du président, du roi ou d'autres personnes, si votre naturalisation présente un intérêt national. Et donc là, on pourrait se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y aurait pas une différence de traitement entre un sportif qui voudrait acquérir la nationalité suisse et qui doit patienter 12 ans avant d'avoir son passeport, et de la même manière, le sportif qui arrive dans son pays, le président, le roi lui donne la nationalité et lui dit demain tu vas concourir pour notre pays. Et là, il y a une différence de traitement qui est injuste du point de vue des fédérations internationales, et c'est justement pour garantir cette égalité de traitement qu'on va mettre des règles supplémentaires. Et très souvent, le délai d'attente est une des règles qui va être mise en place pour garantir que, ben voilà, oui, vous avez acquis une nouvelle nationalité, on va vérifier combien de temps vous l'avez, et que dans ce contexte-là, eh ben, comme c'est un processus qui est long, on va vous dire que vous devez attendre un certain temps parce que vous devez être sûr de votre choix. Et du point de vue sportif, on veut qu'il y ait une continuité dans les compétitions et que vous représentiez, en règle générale, tout au long de votre carrière, le même pays et pas que vous changiez de manière opportuniste d'un pays à l'autre. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a ces délais d'attente qui vont être plus ou moins longs, qui vont être mis en place. Est-ce que j'ai répondu à votre question? En fait, je pense que vous n'avez pas très bien compris la question. En fait, c'est par rapport au cas spécifique de la sportive qui s'est mariée avec son coach et qui a obtenu la nationalité italienne. Parce que tout à l'heure, vous avez expliqué qu'en plus de 3 ans sans compétition pour participer aux Jeux Olympiques, elle devait en principe aussi attendre 3 ans à partir de la nationalité étatique pour participer aux compétitions mondiales. Vous comprenez? Oui.
Maintenant, dans ce cas spécifique-là, je me demande si, dès l'instant que la personne obtient la nationalité étatique, est-ce qu'il est vraiment pertinent de la faire attendre encore 3 ans pour qu'elle puisse compétir sous ces couleurs-là? Alors ici, sur ce quoi vous touchez, c'est le fait que les fédérations internationales et le CIO peuvent avoir des règles différentes. La question est de savoir qui c'est qui a l'autorité sur une compétition. Le CIO, bien entendu, est l'autorité suprême du mouvement olympique et a la compétence de décider qui est éligible pour participer aux Jeux olympiques. Ce n'est pas le rôle du CIO de dire qui est éligible pour participer aux championnats du monde. À l'inverse, Ouais. Ouais. Ça vous est de qui? Tiens? de manière générale, pour répondre à cette question-là, je ne pense pas qu'on arrivera à une harmonisation des règles pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il existe plusieurs géographies sportives. Ça veut dire qu'il existe une géographie au regard de la charte olympique du CIO, mais chaque fédération internationale a ses propres règles en matière de géographie sportive. Et ça veut dire que vous pourriez dire à certaines fédérations nationales, eh ben, peut-être que vous allez perdre votre statut de fédération nationale et que votre pays va disparaître en quelque sorte des compétitions parce qu'il faut harmoniser d'abord la géographie sportive avant de pouvoir harmoniser les règles sur la nationalité sportive. Donc ça c'est un premier élément. Et le deuxième aspect, c'est que tous les sports, et c'était aussi l'objet un petit peu des différences de présentation que j'ai eues en athlétisme, le football et le tennis de table, vous voyez que les flux migratoires ne sont pas les mêmes. Les besoins des fédérations ne sont pas nécessairement les mêmes dans le cadre de leur compétition. Et puis, en réalité, ces sportifs, le joueur de tennis de table, le footballeur et l'athlète, ils se rendent compte qu'une fois, c'est tous les 4 ans lors des Jeux olympiques. Le reste du temps, ils concourent exclusivement dans le cadre des compétitions qui sont soumises à l'autorité de leur fédération internationale. Est-ce que ça fait sens d'harmoniser toutes les règles pour des compétitions qui ont lieu tous les 4 ans? Je n'en suis pas certain. Ça, c'est une question d'opportunité aussi. Mais votre question, elle est effectivement très, très intéressante. Et c'est au final, c'est une question politique. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Merci beaucoup pour ces Est-ce qu'il y a d'autres questions en lien avec ma présentation? C'est pas le cas. Dans ce cas-là, il me reste à vous remercier pour votre attention. J'ai énormément apprécié passer ces 2 heures en votre compagnie, à d'échanger avec vous. Je vous souhaite aussi le meilleur pour la suite de votre carrière professionnelle, mais aussi dans le domaine privé. Je suis heureux de continuer d'échanger avec vous. Vous avez, je crois, mon adresse LinkedIn. Vous pouvez sans doute m'envoyer un message
le cas échéant, je serais heureux de continuer ces échanges dans le domaine de la nationalité sportive. Et je remercie encore aussi l'université Cheikh Anta Diop pour son organisation. C'était parfait à ce niveau-là. Et je vous remercie. Voilà, merci, docteur Yann Hafner, le conférencier. Donc, nous tous les remerciements de l'UNICEF d'abord, donc l'Institut national supérieur de l'éducation populaire du sport, là où est logée la formation, qui fait partie de l'Institut au niveau de l'Université Anta Diop. Donc, l'occasion aussi qui a permis aux auditeurs qui ont suivi la conférence de connaître les rouages par rapport à la nationalité sportive, parce que ça leur permet de lever quelques équivoques et de comprendre vraiment les démarches au niveau des institutions internationales. Et l'occasion aussi de remercier le CIF qui nous a donné cette opportunité d'inviter des conférenciers de renom qui viennent partager leur expérience, leur vécu par rapport à des thèmes très précis. Et je pense que ce thème aussi va permettre à ces auditeurs d'emmagasiner le maximum de connaissances et de pouvoir partager leur expérience avec d'autres. Donc, l'occasion aussi m'est permise de vous remercier encore davantage et d'encourager aussi les auditeurs et de leur dire que voilà, le plan de carrière, c'est comme ça. Il faudra toujours aller vers les informations, aller vers les échanges d'expérience pour nous permettre au moins de pouvoir emmagasiner davantage et d'être sur le tempo des changements et qu'on puisse être vraiment dans les bonnes conditions pour pouvoir répondre aux attentes de tout le monde. Voilà, donc vous avez les remerciements du directeur de l'INSEP, les remerciements du directeur de l'UCAD. Donc, cette conférence a été vraiment très enrichissante et nous saluons tout le monde aussi, tous ceux qui ont participé à cette conférence en ligne. C'était pas évident, mais quand même, ils ont eu à faire des efforts. Néanmoins, aussi, vous signalez aussi que le samedi 26, il y aura aussi une conférence en présentiel qui sera animée par Pedro et ce sera ici à l'UNICEF. Donc, tout le monde est invité. C'est des conférences publiques et ça permet encore davantage d'échanger sur le point. Et voilà, donc l'information que je voulais passer. Alors, merci bien à tout le monde. Donc, il y a monsieur Dr Yann, si vous avez encore d'autres mots à dire. Bon, sinon, on va... Maintenant, peut-être que par rapport à la présentation, je pense que je vais revoir si vous m'avez envoyé ça pour partager ça avec les auditeurs. Parce qu'à chaque fois, après chaque conférence, il y aura une évaluation, mais aussi il y aura le partage de documents pour leur permettre de pouvoir s'en approprier. Merci. Je vous remets la parole. Je vous remercie pour ces gentillements. Bien entendu, la présentation sera partagée avec les participants. J'ai déjà envoyé ça à nos collègues de l'administration. Donc, voilà. Il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter encore une fois le meilleur. Les mots que vous avez dit m'ont profondément touché. Et je remercie tout le monde pour leur participation et cette journée avec vous. Merci bien. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci. Bon week-end à tous. Merci pareillement. Au revoir. Bon week-end à tous.